C'était le roi d'un minuscule royaume. Il a à peine plus de 20 ans lorsqu'il entreprend de réaliser le rêve le plus long de l'histoire, réunir l'Orient et l'Occident. Génie politique et militaire, il conquiert le plus grand empire du moment qui s'étendait jusqu'aux confins de l'Inde. En 13 années, il impose une nouvelle vision du monde. C'était il y a 2300 ans. Son nom, Alexandre le Grand. Depuis des milliers d'années qu'elle baigne dans la lumière méditerranéenne, l'Acropole, manifestation suprême de la beauté pour les Grecs, interpelle Athènes et le monde. Alexandre le Grand, qui a contribué au rayonnement de l'hellénisme, n'était pas citoyen de la ville. Pourtant, chaque été, au pied de ce rocher, des théâtres d'ombre, sous le regard fasciné des enfants, proposent des spectacles inspirés de ces légendes. Comme celle où il se débarrasse après un long combat d'un python géant qui terrorise les habitants. De l'Atlantique au Pacifique, ces exploits ont imprégné la culture et la mémoire collective de nombreux peuples. L'homme, le soldat, le politique, regardait loin, regardait haut, comme s'il était la proie d'un rêve. Il surgit dans l'arène du monde en 356 avant notre ère, en Macédoine, à 500 km d'Athènes, alors capitale de la Grèce antique. Précisément à Péla, au nord du mont Olympe, terre d'élection des dieux. Une vallée vouée depuis toujours aux chevaux, et dont les habitants aujourd'hui pourraient bien être les descendants d'Alexandre et de ses cavaliers. À sa naissance, ce fils de roi reçoit dans son berceau le royaume de Macédoine, autour duquel son père, Philippe II, avait rassemblé un monde grec ravagé par des guerres entre cités. Un monde d'une extraordinaire fécondité artistique et intellectuelle, rayonnant d'intelligence et de beauté qui enfantera la civilisation occidentale. Le royaume était petit, l'ambition d'Alexandre immense. Avec l'élan donné par son père, ils lui suffiront pour porter au plus haut et au plus loin la pensée grecque. Son génie est servi par de fulgurantes intuitions politiques et stratégiques. Ces simples soldats qui festoient avec des nobles donnent une des clés de la supériorité militaire d'Alexandre. Dans une époque où les professionnels de la guerre n'existaient pas,
Il avait constitué une armée permanente, une véritable troupe de métier. L'avantage était considérable sur des adversaires qui avaient pour habitude d'armer des paysans qui retournaient à leur récolte, la guerre terminée. Mais cette fresque nous apprend autre chose de ces soldats. La taille démesurée de leurs lances, les fameuses sarisses. Non seulement elles étaient plus longues que celles de leurs adversaires, mais surtout la manière dont Alexandre et son père avaient imaginé de les manier dans les combats rapprochés assurait aux guerriers grecs un avantage décisif. Le professeur Minor Markel a reconstitué comment l'infanterie macédonienne utilisait ces fameuses sarisses. La démonstration est faite avec des lances exactement identiques à celles utilisées dans l'Antiquité. Elles mesurent 5,50 m et pèsent 6,20 kg. That's good. Parallel with it. Good. That's very good. Non, ce n'est pas difficile de bouger, de passer d'un côté à l'autre. C'est facile de la garder ici. C'est pour qu'ils soient plus mobiles que le père d'Alexandre eut l'idée de doter ses fantassins de sarisses, ce qui permettait de les alléger de leurs lourds boucliers de bronze. Dans l'Antiquité, il n'a été possible d'équiper l'armée de sarisses que lorsque Philippe II, le père d'Alexandre le Grand, a recruté une infanterie professionnelle. Les hommes étaient enrôlés pour servir 12 mois sur 12. Ainsi étaient-ils parfaitement aguerris au maniement de la sarisse, dont la maîtrise exigeait un entraînement suivi. Les troupes étaient formées en phalanges de 50 soldats. Cette conception inspirera plus tard la stratégie romaine. Il est important que les 4 premiers rangs, les rangs 1, 2, 3 et 4, maintiennent leurs sarisses à niveau de manière à ce que chacun d'eux puisse atteindre le rang d'en face. Ensuite, les rangs de derrière tiennent leurs sarisses en l'air, en diagonale, jusqu'à ce que le soldat de devant tombe. À ce moment-là, ils avancent et abaissent leurs sarisses. C'était bien pensé, parce que l'ennemi était sans cesse confronté à une haie de pointe aussi bien frontalement qu'en arrière. C'était inquiétant et pouvait être mortel, car il n'y avait pas de possibilité de percer les rangs adverses. Grâce à son infanterie professionnelle et ses sarisses, à sa parfaite maîtrise d'une stratégie nouvelle de combat, Alexandre disposait d'un appareil militaire décisif. Restait à se lancer en campagne. Cette mosaïque le représente jeune, s'apprêtant à attaquer un fauve. Adolescent, il aurait réussi, seul, à dompter Bucéphale, un cheval sauvage qui rentrera avec lui dans la légende. Près de lui, Aristote, le philosophe chargé de lui enseigner une pensée grecque engagée depuis 3 siècles dans une aventure intellectuelle unique. Pour les Grecs, le monde entier se résumait à la Grèce, l'Égypte et l'Asie, aux confins de laquelle se trouvait l'Inde. Alexandre avait la conviction qu'il devait rendre toute terre habitable sujette à une même raison, et tous les hommes citoyens d'un même État et d'un même gouvernement. Bref, il se sentait investi de porter la civilisation grecque jusqu'aux terres les plus éloignées. Avant de s'engager, il entreprend de consolider le pouvoir hérité de son père. Il regroupe autour de lui les cités grecques, menacées par l'expansionnisme perse, affaiblies par leur division et vulnérables du fait de leur dispersion. Conquises par sa vision, elles le chargent de libérer leur sœur d'Asie mineure, alors sous domination perse. À ce moment de l'histoire,
une grande partie de l'Asie est sous l'influence d'un empire perse puissant. À l'échelle de ce territoire immense, tout y est gigantesque. Cette statue, représentant Lamassu, un taureau ailé à tête d'homme, est haute de 7 mètres. Elle semble garder Persépolis, capitale de cet empire, qui exerçait sur les petites cités grecques à la fois fascination et crainte. Impressionnant aussi, l'escalier monumental qui conduisait au palais de l'Apadana, assez vaste pour contenir 100 000 personnes, sans compter les 10 000 immortels qui formaient la garde impériale d'un souverain qui exerçait un mode de gouvernement autocratique bien différent de celui de la Grèce démocratique. Darius III, monarque absolu, roi des rois, dirigeait en effet son empire d'une poigne de fer dont la puissance résidait dans la richesse de ses vassaux, les 23 provinces de l'empire perse. Parmi eux, les Scythes, de redoutables guerriers nomades, constituaient sa cavalerie. L'Inde apportait son or, l'Éthiopie son ivoire. Il manquait à l'Empire perse cette Grèce convoitée depuis toujours, véritable obsession chez Darius. Par 2 fois, les Perses avaient vainement tenté de l'envahir. Les Grecs, de leur côté, voulaient étancher leur soif de représailles, entretenue par le souvenir des cités grecques d'Asie mineure, la Turquie d'aujourd'hui, tombée entre les mains perses. Ils méprisaient les Perses, qu'ils comparaient aux centaures, créatures moitié homme, moitié cheval, qui représentaient dans l'imaginaire grec l'homme incomplètement délivré de ses origines animales.